Donc, je vais vous présenter cet article du New England Journal of Medicine qui a été publié en octobre 2023. C'est Drug Eluting Resorbable Scaffold versus Angioplastie for Infrapopliteal Artery Disease. Donc, le contexte, on va parler d'ischémie critique et d'artériopathie infrapoplitée. Si le pontage veineux reste le gold standard pour l'artériopathie périphérique, pour les artériopathies infrapoplitées et les axes de jambes, l'angioplastie a montré sa supériorité à la chirurgie. Mais il y a des limites à l'angioplastie, notamment le phénomène de rosténose avec la prolifération intimale et de la média, le recoil élastique et les problèmes de dissection qui font poser la question de la durabilité de la procédure. Donc l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer à la fois la sécurité et l'efficacité d'Esprit BTK, donc c'est un Drug Eluting Resorbable Scaffold, pour le traitement de l'artériopathie infrapoplitée chez les patients du coup atteints d'ischémie critique. C'était un essai clinique randomisé, multicentrique, avec 6 pays, dont les États-Unis, aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et dans 50 sites différents. Une étude en simple aveugle qui regroupait 261 patients avec une randomisation de 2 pour 1 en 2 bras parallèles, Esprit BTK, VS, angioplastie. L'étude a été réalisée depuis août 2020 jusqu'à août 2022. Elle se prolongera jusqu'en 2025 pour avoir des résultats à 5 ans. Le promoteur, c'est Abbott Medical. Et les investigateurs de l'étude, ils ont des conflits d'intérêts avec Abbott. Il y a cependant un comité indépendant de surveillance, notamment pour la survenue des événements cliniques, et des laboratoires centraux qui ont analysé l'imagerie et quantifié les plaies en aveugle des groupes. Donc, qu'est-ce que c'est Esprit BTK? C'est en fait une structure de support composée à 100% de poly-L-lactide, avec un revêtement qui était composé d'évérolimus et d'un autre polymère biorésorbable. C'est ce qu'on trouve dans les fibres biorésorbables qu'on utilise, le Vicryl ou le PDS. Il y a 4 marqueurs de platine pour assurer la radio-opacité du dispositif et un système de délivrance pour faciliter le placement au sein de l'artère. Ce dispositif, il atteint sa résorption complète dans le corps humain à 3 ans, et il y a une étude de pharmacocinétique qui est en cours pour évaluer combien de temps reste l'évérolimus, mais globalement, c'est ce qu'on connaît déjà, ça reste à environ 3 mois dans le sang. Donc l'évérolimus, rapidement, c'est un inhibiteur sélectif de mTOR qui agit sur l'inhibition de la prolifération cellulaire, notamment les cellules musculaires lisses, la réduction de la réponse inflammatoire, l'inhibition de la migration cellulaire et également la promotion de la cicatrisation endothéliale. Et donc par tout ça, il contribue à réduire le risque de rosténose et il améliore le succès à long terme des angioplasties. Donc les critères d'inclusion maintenant, il y avait des critères d'inclusion généraux et anatomiques. Donc il fallait être classé Rutherford 4 ou 5, donc il n'y avait pas les pertes majeures de substance avec le Rutherford 6. On pouvait avoir 1 à 2 lésions. On verra plus tard que la majorité des patients avaient plusieurs lésions. Et donc les lésions cibles, c'était des lésions infrapoplitées, évidemment. Elles pouvaient être de nouveau jamais avoir été traitées ou avoir déjà été traitées, c'était pas un critère de non-inclusion. Et il fallait avoir plus de 18 ans, des critères classiques. Ensuite, donc pour les lésions anatomiques, donc on a dit qu'on pouvait avoir jusqu'à 2 lésions infrapoplitées. Si on parlait de 2 lésions, il fallait qu'elles soient dans 2 vaisseaux différents. Une lésion, elle était considérée si il y avait une sténose de plus de 70% et que en dessous ou au-dessus, le diamètre des autres sténoses était inférieur à 50%. Donc, il fallait qu'il y ait une seule lésion de plus de 70%. Sachant que on pouvait avoir des lésions tandem, enfin les lésions tandem étaient autorisées si elles étaient inférieures à 3 cm l'une de l'autre, et donc elles étaient considérées comme une seule lésion au total. Elle devait être située dans les 2 tiers proximaux de l'artère distale. Le diamètre du vaisseau, il devait être de 2,5 à 4 mm. Et il fallait qu'elle soit traitable par un scaffold, l'Esprit BTK, maximum de 170 mm. Donc en gros, la lésion ne devait pas faire plus de 17 mm.
S'il y avait des lésions sur l'artère lymph-flow, elles devaient, de plus de 50%, elles devaient être traitées avant la lésion cible. On pouvait le faire pendant la même procédure. Et le guide devait franchir la lésion avec succès, et ensuite il faisait la randomisation. Pour les critères d'exclusion, donc je les ai pas tous mis, j'ai mis ceux qui me paraissaient les plus importants. Si on avait eu une amputation ipsilatérale sauf l'orteil ou une amputation majeure contralatérale dans les moins de 1 an, c'est un critère d'exclusion. Il y avait l'insuffisance rénale chronique. Au début de l'étude, ils avaient mis inférieur à 45 mètres, enfin 45 de DFG. Ils se sont allégés sur les critères, donc c'était 30 de DFG. Les troubles de la coag artérielle, s'il y avait des troubles de la coag veineuse, il n'y avait pas de problème pour l'inclusion. Donc les antécédents de TDP, etc., pas de problème. S'il y avait eu une ancienne revascularisation chirurgicale, donc en gros un pontage distal, c'était pas possible. Donc fémoropoplité orthofémorale, c'était OK. Un sujet alité incapable de marcher, c'était un critère d'exclusion. Si le patient est en fauteuil roulant, c'était d'accord. Et un stade 4 avec une perte de tissu importante, donc en gros les rotors forcis. Les critères d'exclusion anatomique maintenant, donc s'il y avait une lésion à une calcification sévère, c'était une contre-indication. S'il y avait déjà eu un stent métallique qui avait été posé dans l'axe de jambe, si il y avait la lésion d'inflow qui n'avait pas été revascularisée ou un échec de la tentative de revascularisation, une lésion anévrismale, s'il y avait, enfin tous les autres mécanismes en fait, autres que l'athérosclérose, c'était pas inclus. S'il y avait pas d'artère, en fait, s'il n'y avait pas de reprise au pied, pareil, on ne pouvait pas inclure le patient. Et voilà, après le reste, on en a déjà parlé. Donc le traitement, ça c'est les deux bras de l'étude. Pour Esprit UTK, donc il y avait toujours une prédilatation qui était faite pour une taille de ballon de 1 pour 1, avec un ballon non compliant. Le succès de la prédilatation, c'était si on avait une sténose résiduelle inférieure à 30%. Ensuite, pour Esprit BTK, donc on faisait un overlap de 2 mm, on dépassait 2 mm la lésion en proximale et en distale. On devait faire placer le dispositif en antérograde, sachant que la prédilatation, on pouvait le faire en antérograde ou en rétrograde, mais il disait que l'antérograde, c'était préférable. Et on gonflait le 2 ATM toutes les par 5 secondes jusqu'à l'expansion maximale. Ensuite, on faisait une post-dilatation avec un ballon non pliant de la même longueur que le scaphandre qu'on avait posé. Ensuite, il y avait au niveau médicamenteux 2 antiagrégants plaquettaires pendant 1 an et l'opération était entourée de doses de charge, donc aspirine à forte dose et clopidogrel. Pour l'angioplastie, c'était selon le protocole du service et pareil, on avait une double antiagrégation plaquettaire, mais pendant 1 mois seulement. Donc les critères de succès immédiat de l'intervention, c'était une sténose résiduelle de moins de 30% de la lésion cible et un nombre final de vaisseaux d'aval égal ou supérieur à l'angiographie initiale. Il ne fallait pas avoir perdu d'outflow. Une absence de dissection résiduelle et une absence d'embolisation distale, de perforation et de thrombose. Le protocole de suivi rapidement, il y avait une visite à 1 mois, 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, puis chaque année pendant 5 ans, où il relevait les événements désirables, le changement de médicaments, la classe Rutherford, les mesures d'index, et il y avait l'évaluation des plaies avec des visites intermédiaires. Les plaies étaient prises en photo, envoyées au laboratoire, et c'est eux qui quantifiaient, donc c'était pas une quantification subjective, c'était des gens en aveugle. Donc il y avait des visites intermédiaires à ce moment-là. Et il y avait surtout une échographie Doppler qui était faite à 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 et 3 ans. Et c'est surtout sur ça qu'on avait les critères de patency, de bonne revascularisation. Alors, du coup, maintenant, les critères de jugement. Donc, comme je disais, il y a une étude d'efficacité, une étude de sécurité. Donc, pour l'efficacité, le primary endpoint, c'est un critère donc, composite à 1 an, qui était composé de l'absence d'amputation au-dessus de la cheville, d'occlusion totale du vaisseau cible, de réintervention de la lésion guidée par la clinique. Donc, en gros, ça voulait dire qu'il fallait refaire une intervention sur la lésion due à une récidive des symptômes ou une aggravation des symptômes associée à une sténose de plus de 70% sur l'angiographie qu'on faisait au moment où on retraitait le patient. Si jamais on avait une procédure de sauvetage pendant l'intervention, même index, c'était aussi considéré comme une réintervention, même si c'était pas
plus tard, enfin, c'était pendant la même première intervention. Et ensuite, le dernier critère, c'est binary restenosis, c'est quand la sténose, la lésion cible est resténosée de plus de 50%, mais je vous en parlerai un tout petit peu après, juste sur la diapo d'après. Oui. Et du coup, ensuite, ils ont mis les deux critères, les seconds critères, donc qui étaient des seconds critères puissants, donc analysables comme des critères principaux sur cette analyse, parce qu'il y avait la puissance suffisante. Et donc, c'est en fait tous les trois premiers critères analysés ensemble, et ensuite que le binary restenosis. Et donc, du coup, c'est quoi ça? C'est un critère qui n'était pas inclus dans le critère de jugement principal au début de l'étude et qui a été ajouté suite à une analyse intermédiaire pour gagner en fait en puissance sur le critère composite. Donc, c'est la présence d'une rosténose de plus de 50% de la lésion cible, soit à l'angiographie, soit en échodoppler. Donc, après, vous avez toutes les critères sur de l'écho-Doppler que je ne vais pas vous citer. S'il y avait les deux qui étaient faits, ils prenaient l'angiographie comme référence. Et donc, ils ont rajouté ce critère avec l'hypothèse en fait d'une corrélation entre cette rosténose à plus de 50% et l'efficacité au long terme du matériel utilisé. Pour revenir sur le précédent. Oui. Ce qui est embêtant, effectivement, c'est que le critère primaire a été changé en cours d'étude. Alors peut-être que ça a été planifié, mais enfin, c'est toujours un peu bizarre. Et surtout, c'est le critère primaire tel qu'il est actuel. En fait, c'est un critère, comme tu dis bien, composite. Mais les critères composites, il faut s'en méfier parce qu'en fait, on met des oranges et des pommes dedans. Il y a des critères composites qui sont cliniques, donc l'amputation, l'occlusion, et encore, la réintervention, et des critères qui sont morphologiques. Et en fait, l'intérêt d'un critère comme la rosténose et un critère comme l'amputation, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. L'amputation, la réintervention, c'est vraiment un impact clinique pour le patient, alors que la rosténose, elle a absolument peut-être pas d'impact clinique. Et donc, il faut faire toujours attention aux critères composites lorsqu'ils combinent en fait des choses qui n'ont rien à voir. Et là, c'est le cas. C'est assez particulier. C'est pour ça d'ailleurs qu'initialement, le critère primaire n'avait pas ce critère de binary restenosis. C'est exclu. J'ai une petite diapo après qui, enfin, ce que vous êtes en train de voir, qui vous montre un peu en quoi c'est critiquable. Donc, pour la sécurité, rapidement, c'était également un critère composite. Et donc, lui, il était évalué à 6 mois et c'était l'absence de mail, donc amputation au-dessus de la cheville, reprise chirurgicale à salivaire, thrombectomie et thrombolyse, et le décès toute cause dans les 30 jours. En termes de statistiques, du coup, je vais aller rapidement. L'étude d'efficacité, elle avait été faite en ITT avec un alpha classique. Donc, c'est 0,0249 parce qu'ils ont fait une analyse intermédiaire et donc ils ont dû ajuster leur alpha. Et il y avait une stratégie de gestion des données manquantes avec l'imputation multiple, c'était assez bien réalisé. Pour l'étude de sécurité, c'était en pair protocole comme on aime bien. Voilà. Donc là, cette analyse intermédiaire, comme on disait, elle a été, ils disent prédéfinie. Moi, j'ai un peu regardé, je l'ai pas vu cité dans les premiers. Enfin voilà, j'ai pas trop trouvé, mais je vais pas non plus chercher beaucoup. C'est dans le protocole qui était publié avant, il y a un protocole qui était publié. Ok. Ensuite, elle a été réalisée par un statisticien indépendant. Ça a engendré des modifications du coup. Donc la taille de l'échantillon a été un peu augmentée. Ils ont changé surtout le primary endpoint comme je vous disais, et tous les secondary endpoints du coup vu qu'ils ont mis, enfin ils ont enlevé tous les critères de jugement secondaire. Ils en parlent beaucoup moins dans l'étude publiée et ils se concentrent vraiment sur ce que je vous ai montré. Et la durée d'observation qui est passée de 6 mois à 1 an. Avec comme justification le fait qu'il y avait une puissance insuffisante dans les autres essais cliniques récemment terminés. Et ils ont modifié le risque alpha en fonction. Et donc, du coup, ça, c'était un peu pour vous montrer les résultats, enfin, l'analyse intermédiaire. Moi, ce que vous voyez, je sais pas si j'ai ça, c'est que ça, c'est du coup le critère de jugement principal initial. Et on voit à l'œil nu comme ça que sur la courbe, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence en fait entre les deux à 6 mois, entre les deux groupes. Et
Et en revanche, ici, au niveau du critère de rosténose, on voit qu'il y a une grande différence et que ça participe beaucoup, du coup, dans le critère de jugement composite. En revanche, à 6 mois, il n'y avait pas de différence entre les deux. C'est quand même. Enfin, voilà, je sais pas. J'ai à analyser. Donc, du coup, ça me fait le lien avec les résultats. Donc, les résultats, ça, c'est le flowchart. C'est juste pour vous montrer qu'il y avait pas beaucoup de perdus de vue, finalement, à 1 an. Il n'y en a que 2 ici et un seul ici. Il y a au total 12 décès dans ce bras-là et 5 décès. Non, 6 décès dans ce bras-là. Et j'ai mis à côté juste le Astrid pour vous montrer qu'il y a 2 personnes qui avaient été randomisées dans le groupe Scaffold et qui finalement ont eu une angioplastie. Et donc, oui, bon, c'est pas très important. Ça, c'est la population. Donc, la population, par contre, a été tout à fait comparable. Dans les 2 bras, c'est les mêmes pourcentages. C'était des patients d'environ 72 ans en moyenne, qui étaient plutôt des hommes. On retrouvait les facteurs de risque habituels d'artériopathie, avec 70% de diabétiques, par exemple. Il y avait 50% de Rutherford 4 et Rutherford 5 dans les deux groupes. Voilà. Juste, si. Regardez la BI, enfin, le IPS et la pression gros orteils. 0,87, 0,91, groupe angioplastie, 0,51, 0,46. 0,9, pour moi, ça n'a jamais été une ischémie critique. Alors, soit ça sert à rien, à ce moment-là, il ne faut pas les mettre, soit ça sert à quelque chose, et à ce moment-là, il faut se poser des questions sur le diagnostic. Il ne peut pas être diversifié. Non compatible. Pour les lésions, du coup, la majorité des patients, vous avez une seule lésion. Là, on voit 95, 97, enfin 95%. Pour la majorité, c'était des lésions qui étaient peu calcifiées ou pas calcifiées, ou modérées dans 28% des cas dans les 2 groupes, mais pas beaucoup de calcification sévère. Là, il y a de task A, c'était 50%. Task B, c'était, on va dire, 30%, un petit peu plus dans le groupe Scaffold que dans l'autre groupe. Et classe C, entre 15 et 20%. Donc, pour résumer, c'est des lésions courtes. Hein. Et c'est des lésions courtes. Et ils ont fait après une analyse en sous-groupe sur 4 cm à peu près. En fonction de la lésion. Voilà, pour le reste, c'était. Enfin, je sais pas si vous voulez. Non, vas-y. Ok, donc ça, c'était pour un peu développer le traitement dans le groupe Scaffold. Donc, ils ont majoritairement utilisé le scalpel de 3 mm, donc dans 50% des cas de diamètre. Ils ont utilisé pour la plupart celui de plus grande taille, donc le 38 mm. Il y en a en médiane un qui a été implanté, donc on le voit ici. Parfois 2, et après c'était rare d'en mettre beaucoup plus. Donc ça, c'est le nombre de scaffolds par sujet, et là par lésion, mais au final, il n'y a pas beaucoup de patients qui avaient 2 lésions, donc les résultats sont superposables, il n'y a pas de grande différence. Voilà. Et ça, c'était pour les lésions d'inflow. Donc, c'était juste pour vous montrer que il y avait 104 patients donc sur les 173 qui avaient des lésions d'inflow qui ont été traitées en même temps. Que c'était majoritairement des lésions de la fémorale superficielle. Et pour les traitements, rien de particulier. On peut dire que il y avait juste 12 à 15% qui ont été traités par des ballons. Ah non, c'est ici 5%, pardon, qui ont été traités par des ballons avec un stent actif, du produit actif. Donc, voilà, je sais pas si c'est très intéressant. Donc ça, c'était pour le critère de jugement principal. Donc l'étude, la différence, elle est significative sur le critère de jugement principal.
Comme on voit, il y a une grosse différence quand même en termes de pourcentage dans rosténosis, avec 50% qui ont une rosténose dans l'angioplastie contre 76% dans le scaffold. Pour le reste des critères, c'est pas des grandes différences, quoi. 100% contre 98, d'ailleurs, c'est en faveur de l'angioplastie pour l'amputation. Pour l'occlusion à 1 an, il y a 4% de différence. Et pour la revascularisation, la nouvelle revascularisation, il y a 5%. Donc la vraie différence, elle se fait vraiment sur la rosténose, et on en a discuté juste avant, c'est pas un critère pas forcément très pertinent cliniquement. Voilà. En revanche, même sans ce critère de rosténose, ça reste significatif. Donc c'est important quand même de le dire. C'est juste que la puissance de l'effet, elle est vraiment moindre si on ne prend pas le critère de rosténose. Et pour les critères de sécurité, c'est également significatif. Donc c'est-à-dire que c'est pas moins safe de faire la scaffold que l'angioplastie. Je vais avancer un peu parce que... Non, je pense que tu peux passer là. Ouais, si on sait pas. Là aussi. Et peut-être la conclusion. Ouais, voilà. Donc, du coup, l'esprit BTK, ce qu'il nous dit, c'est que ça aurait des propriétés mécaniques d'un stent et le revêtement antiprolifératif, mais sans avoir la difficulté de poser un stent et de l'avoir ensuite dans les prochaines angioplasties qu'on ferait. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est que du coup, ils ont changé la conception de l'étude, le design de l'étude au milieu selon les résultats de l'étude intermédiaire. Donc ça, c'est critical. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de sélection avec une population, enfin, pour se poser la question de la représentativité de la population, car c'est une population, il n'y avait pas les insuffisants rénaux, il n'y avait pas les lésions très calcifiées, etc. Après, il y a peut-être un biais de confusion avec le rôle de la prédilatation dans l'étude de la prédilatation qui a été faite chez 100% des patients qui ont un scaffold qui a été posé. Le biais de surveillance, parce qu'ils disent qu'en gros, il y a un taux d'amputation et de réintervention qui est moins élevé que dans la population, dans ce qu'on voit d'habitude, du fait qu'on voit souvent les patients et que du coup, on les examine plus souvent. Et la limitation technique liée au protocole, dans le sens où par exemple, ils ont traité que les 2 tiers proximaux de l'artère, donc pas le tiers distal, etc. Donc, il faut faire attention dans l'utilisation pratique. Merci, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a le temps pour une question, une remarque, un commentaire sur cette étude? Pour résumer, c'est des lésions courtes, avec un scaffold résorbable et avec des résultats significatifs, mais basés essentiellement sur des critères morphologiques et pas cliniques. Il n'y a pas d'occlusion, je n'ai pas vu parler des occlusions. Bah non, je crois pas. J'ai pas vu, en tout cas. Après, c'était ici, il y avait quand même des tasques C. Normalement, tasques C, ça peut prendre des occlusions. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait des occlusions aussi. Pas trop décrit. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et la semaine prochaine, qui sait? Ah, on a hâte. Bonne journée. Merci.